Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, dans la grande interview, c'est Juliette Méadel. Bonjour. Bonjour. Ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, candidate PS, on le précise, aux législatives en Seine-et-Marne. On parle de ce rebondissement parce qu'on l'a appris ce matin dans l'affaire Ferrand. C'est le parquet de Brest qui ouvre une enquête préliminaire sur les activités passées du ministre de la Cohésion et des Territoires, Richard Ferrand, avec en toile de fond un soupçon de favoritisme. Est-ce que maintenant, ça y est, il doit, selon vous, démissionner ? Écoutez, c'est un sujet qui feuilletonne. Parce qu'il s'y refusait encore il y a 24 heures. Ça fait plus d'une dizaine de jours que cette affaire continue. La saisine, là, le parquet qui lance une enquête préliminaire va permettre probablement d'avancer. Mais moi, je ne suis à ce stade, est-ce qu'il doit démissionner, oui ou non? Je ne suis plus membre du gouvernement. Je ne suis pas encore députée. Vous êtes libre de votre parole. Absolument. Je trouve que cette affaire est triste parce que sur le terrain, je n'entends que des gens me dire « Oh là là, mais vous comprenez, de toute façon, encore une affaire, les politiques sont tous malhonnêtes. » Donc ça m'attriste. Ça dessert la démocratie. Certes. Est-ce qu'il doit, oui ou non, démissionner? Maintenant, il y a une seule personne qui est capable de prendre cette décision sur la démission de Richard Ferrand, c'est le Premier ministre. C'est l'article 8 de la Constitution. Donc, que les règles s'appliquent. Et la règle, il a été clair. La responsabilité sera prise par le Premier ministre. Sur France 2, il a dit quoi? Il a dit tant qu'il n'y a pas de mise en examen, il a toute ma confiance, c'est ça qu'il a dit? C'est la responsabilité du Premier ministre. Et donc, c'est marrant que vous ne répondez pas aux questions. Est-ce que, selon vous, il doit, oui ou non, démissionner? Je la repose la question. Mais ce n'est pas mon rôle de vous dire ça. Ça n'est pas mon rôle. En revanche, ça n'interdit pas d'avoir un avis, non pas sur la question judiciaire, car comme vous le savez, les pouvoirs sont séparés. Et donc, c'est à la justice de dire s'il y a eu une infraction ou pas au droit. Ah, de quoi est-ce qu'on parle? C'est intéressant parce que si on rentre dans le vrai sujet, c'est quoi? C'est l'enrichissement éventuel, peut-être, de Richard Ferrand dans cette affaire donc, de montage immobilier, au détriment de qui? Pas de la collectivité, pour le coup, parce qu'il n'y a pas d'argent public. Vous êtes avocate, c'est intéressant. Alors, si vous voulez, je parle à l'avocate, là, on oublie la ticket. Absolument. Si vous voulez mon avis d'avocate sur le plan juridique, moi je dis simplement que la problématique est simple. Est-ce qu'il y a eu enrichissement au détriment de l'intérêt social? L'intérêt social étant l'intérêt de l'entreprise. C'est la seule question juridique qui sera probablement tranchée par un juge. Donc le procureur verra s'il y a lieu ou non de transmettre un juge d'instruction pour ouvrir une information judiciaire. Maintenant, le sujet politique, car nous sommes en campagne législative, c'est plutôt une question éthique. La question c'est, est-ce que sur le plan éthique, on continue dans cette voie-là, alors même qu'il y a un projet de loi sur la moralisation de la vie publique? Je note quand même, et ça c'est ma responsabilité d'ancienne ministre du gouvernement de Valls puis de Bernard Cazeneuve, que pendant 5 ans, sous François Hollande, nous avons moralisé la vie publique comme jamais. Nous avons créé la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il a fallu l'affaire Cahuzac aussi. Bien sûr, qui était une catastrophe pour la démocratie, mais qui a donné lieu immédiatement à la création de la haute autorité pour la transparence. Et puis, il y a plein de mesures qui ont été prises. Le non-cumul des mandats, la diminution de la rémunération et du président et des ministres. De 30%. Toute une série de mesures qui tendent à faire la transparence. Aujourd'hui, tous les membres du gouvernement publient leur patrimoine sur Internet. Donc, il y a du contrôle, il y a de la transparence. Et donc, la responsabilité maintenant, qui est celle à nouveau du Premier ministre, c'est de rendre conforme aux engagements qui ont été pris ces décisions. Je vous sens gêné aux entournures. Jean-Christophe Cambadélis s'appelle clairement à ce que Richard Ferrand démissionne. Pourquoi vous, ça vous gêne de... C'est pas mon rôle, mais il y a plein de gens à gauche qui sont aussi candidats aux législatives qui, pour le coup, donnent leur opinion. Qu'est-ce qui vous gêne là? Mais c'est pas une question d'être gêné ou quoi. C'est une question que vous avez une situation précise avec un ministre avec une enquête préliminaire qui a été ouverte. Mais il faut que ça aille au bout. Donc pour l'instant, il peut rester à son poste. Ça n'est pas à moi de prendre cette décision. Et franchement, dans la période, c'est important qu'on dise, y compris à nos concitoyens qui vont s'apprêter à venir voter aux élections législatives, qu'on leur dise que chacun doit aussi rester à sa place. Alors vous lui conseillez quoi, Édouard Philippe? J'y vais par un autre biais. Vous lui conseillez quoi, Édouard Philippe? Pour l'instant, il a dit tant qu'il n'est pas mis en examen, il a toute sa place au gouvernement. Cette doctrine doit changer maintenant qu'il y a une enquête préliminaire Il y a un juge de paix. Il y a un juge de paix. Et un seul juge de paix, c'est l'électeur. Donc, nous allons voir ce que ça donne dans les urnes. C'est la com du gouvernement, ça, de dire ça, de dire que pas finalement... Pas du tout. On laisse les électeurs trancher, c'est ça? Je dis que vous n'arriverez pas à m'amener sur le terrain que vous souhaitez. Vous pouvez toujours continuer, vous pouvez toujours essayer. Je vous l'ai dit, il y a un juge de paix, ça sera l'électeur. Ce qui n'empêche pas que, il faut bien, je répète, parce que ça mérite quand même qu'on répète, qu'il y a un sujet juridique qui est dans les mains du parquet de Brest. Et puis, à nouveau, il y a un sujet éthique. Sur le plan de l'éthique, nous, au Parti socialiste, nous avons été irréprochables. Donc, les électeurs jugeront.
Si ça vous est arrivé, si vous avez été à la place de Richard Ferrand, vous auriez démissionné, vous? Je ne suis pas à sa place. Bon, Dieu merci. Bon, donc selon vous, c'est intéressant parce que c'est au Premier ministre, selon vous, de trancher, selon effectivement l'article 8 de la Constitution. Mais en même temps, c'est un des fidèles, parmi les fidèles, long compagnon de route, Richard Ferrand, du président Macron. En privé, on le sait qu'il multiplie les gestes amicaux à son endroit, à l'égard de Richard Ferrand. Multiples déjeuners, encore dîné hier soir, ils étaient ensemble à Vannes. Vous ne lui demandez pas au président de trancher ce cas Ferrand, ou au minimum, de sortir de sa réserve? Il va y avoir un projet de loi sur la modernisation de la vie publique. Bon, moi, si je suis députée, je souhaiterais le voter, mais je ne le voterai pas à n'importe quelle condition. Il y a une question aussi de crédibilité de la réforme. Donc tout ça, ce sont des éléments qui, au moment du vote, au moment où nous aurons l'occasion, comme députés, de voter, eh bien, nous en tirerons les conséquences. Mais en l'état actuel des choses, que le gouvernement prenne ses responsabilités. Donc vous ne demandez pas, en tout cas au président, de sortir de sa réserve. C'est au gouvernement et donc au Premier ministre de prendre cette décision. Et puis nous jugerons ensuite. D'abord, les électeurs vont juger pour les législatives. Et puis si je suis députée, nous verrons quelle est la crédibilité des réformes qui sont proposées. Justement, puisqu'on parle des réformes à venir, il y aura la réforme du travail, puis il y a la législative, et effectivement, dans quelques jours. C'est pas devenu un boulet, selon vous, Richard Ferrand, pour le coup, pour Emmanuel Macron on sait que la probité, c'était un des arguments phares de campagne d'Emmanuel Macron. Tout ça fait tâche, quand même, non? Mais je viens de vous le dire, il y a une réforme sur la déontologie, la moralisation de la vie. Le ministre de la Justice va en parler cet après-midi. François Bayrou. Donc nous allons bien voir. Nous verrons bien. Ce projet de réforme sur la moralisation de la vie, il faudra bien qu'il soit voté au Parlement. Donc il faudra que celui qui l'apporte soit crédible. Et donc c'est à ce moment-là que nous envisageons ce sujet. Vous savez, quand je parle de boulot encombrant, je parle des législatives. Ça vous intéresse dans quelques jours? Ce qui intéresse vraiment les gens sur le terrain là en ce moment, ils sont écœurés par ce qui se passe. Mais attention, ils veulent que les engagements soient tenus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les engagements qui ont été pris, par exemple sur la formation professionnelle, par exemple sur la question de l'emploi. Moi, j'étais hier encore en porte-à-porte dans ma circonscription. J'ai rencontré notamment, je pense à cette dame que j'ai rencontrée, qui a 4 enfants, qui est au chômage, à qui on a fait plusieurs offres d'emploi, notamment une offre d'emploi où on lui dit « Oh ben c'est simple, vous allez aller travailler de 8 h du matin à 19 h le soir. » Sauf qu'elle a 4 enfants et qu'elle n'a pas les moyens d'avoir une nounou pour aller chercher ses enfants à l'école à 4 h 30. Et que si elle prend le travail, eh bien ça lui coûtera plus cher. En nounou. En nounou, voilà. Bon, ben voilà un cas précis. Et donc la mesure qui est proposée, par exemple, par le gouvernement sur le contrôle des chômeurs, méritera qu'on l'amende, qu'on y travaille. Et voyez, c'est sachant que cette mesure existe déjà. Vous savez que dans la loi, il y a déjà bien sûr, mais elle n'est pas appliquée. La loi n'est pas appliquée. Oui, mais elle n'est pas appliquée. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que c'est inefficace. Donc, c'est ça dont les gens ont envie de parler. Alors oui, il y a l'affaire Ferrand, je vois bien que ça vous passionne, très bien. Mais ça me passionne, mais ça vous impacte vous aussi d'ailleurs, peut-être à votre bénéfice, dans votre circonscription. Et le retour du terrain est intéressant pour le coup, parce que ça peut être l'équivalent de la TVA sociale en 2007 sous Nicolas Sarkozy. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce pourquoi je ne vous réponds pas directement sur ce sujet, c'est que je pense que aucun homme ou femme politique ne sort grandi de ce genre d'affaires. Même si La République en marche n'est pas mon parti, même si je suis socialiste et que ça n'est pas mon appartenance politique, je considère que insister lourdement sur ce type d'affaires qui met en jeu l'éthique dessert la démocratie. Donc c'est au juge de trancher et ça sera au gouvernement de prendre ses décisions. Mais croyez bien que j'ai pas envie qu'on passe encore des heures et sur ces affaires. Il n'empêche que la justice doit passer. Mais regardez ce qui s'est passé avec l'affaire Fillon. Ça a duré, ça a feuilletonné, le Front National a augmenté, les gens sont écœurés, et puis après les électeurs ne croient plus dans la politique. Donc continuons comme ça et on aura un taux de participation de 20%. C'est pas ce que je veux pour mon pays. D'autant que le risque pour Emmanuel Macron, c'est que l'opinion se mette à penser que les têtes ont changé avec son arrivée au pouvoir, mais pas les pratiques. C'est bien pour ça qu'il faut que les choses se règlent le plus vite possible, mais qu'il ne faut pas en faire des louches. Bon, c'est pas un peu injuste ce qui vous arrive, Juliette Médel, parce que j'aime bien la petite tête qu'elle me fait là. Quel sujet? Non, mais quand vous étiez membre du gouvernement, Cazeneuve notamment, vous avez appelé, vous êtes une des rares qui a appelé à voter Emmanuel Macron au premier tour, quelques jours avant le premier tour. Et pourtant, dans votre circonscription, 10e circonscription de Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. Chelles. Exactement. Logne, Noisiel, Brou-sur-Champagne, vous avez face à vous, Juliette Médel, un candidat de La République En Marche. C'est pas injuste, alors que des poids lourds qui n'ont pas appelé à voter avant le premier tour Emmanuel Macron, eux ont été ménagés. C'est pas injuste? Mais je vous avoue que je comprends pas très bien.
pourquoi il y a une candidate de La République En Marche dans ma circonscription, alors qu'en effet, j'avais appelé à voter Emmanuel Macron avant le premier tour. Mais en même temps, vous voyez, ça va entrer en même temps, je suis une femme de gauche. Et il n'a jamais été question pour moi de faire plaisir à tel ou tel de brader mon étiquette. Et d'ailleurs, je suis soutenue par des élus locaux, des élus socialistes, pour qui le socialisme a un sens, ce qui est mon cas. Donc on peut être socialiste et dire il y a des propositions dans le programme d'Emmanuel Macron qui sont positives. Mais il n'y a pas une part d'ingratitude de la part du parti Emmanuel Macron, alors que vous avez appelé à voter je vais vous faire la même réponse que sur l'affaire Ferrand. Si jeune et autant de langue de bois. C'est leur responsabilité. Voilà, je ne suis pas dans ce parti, je ne suis pas dans cette équipe, c'est leur responsabilité. Et qui sera le juge de paix? L'électeur. Oui, bien sûr, sauf que d'autres membres du gouvernement, éminents aussi, Stéphane Le Foll, Marisol Touraine, Manuel Valls, Myriam El Khomri, d'autres anciens membres du gouvernement, eh bien, eux se revendiquent dans leur campagne de la majorité présidentielle sans pour autant avoir l'étiquette En Marche. Ça vous choque? Ils ont mis la couleur bleue, vous êtes resté EPS, couleur rouge. Ça vous choque pas qu'eux aient fait ça? Attendez, moi je ne vais pas commenter les stratégies des autres. Moi je sais une chose importante, c'est que nous avons un Premier ministre de droite. Nous avons un ministre des Finances et de droite, je les respecte profondément, sauf que quand vous êtes socialiste, c'est difficile d'aller expliquer à vos électeurs que vous êtes dans la majorité présidentielle, alors même que vous avez un gouvernement qui, aujourd'hui, est un gouvernement dont le principal chef se revendique. Ça ne les dérange pas, Stéphane Le Foll, Marisol Touraine, ça ne les dérange pas. Mais moi, je crois que pour que la France réussisse dans les 5 années qui viennent, il faut qu'il y ait un Parlement où le contre-pouvoir puisse vivre, un contre-pouvoir constructif. Et moi, je veux être une députée constructive de gauche. Ouais. Ce que je voudrais dans la prochaine... 40 ou 50, on vous a vu 40 ou 50 députés selon dernier sondage Kantar pour RTL. Ça va peut-être beaucoup plus. Mais dans la nouvelle majorité qui va se décider, dans le nouveau Parlement qui va se décider, vous aurez évidemment des députés République En Marche, vous aurez des députés de droite et puis vous aurez des députés de gauche. Eh bien, dans le balancier, moi je souhaite que ça penche plus à gauche parce que, par exemple, sur le chômage, que je viens de vous dire, sur le contrôle des chômeurs, par exemple, je voudrais qu'on entende le message que j'ai apporté. Il faut aider les gens à retrouver un emploi le plus vite possible, mais ne pas les mettre dans une spirale de la culpabilisation. Et en revanche, quand Emmanuel Macron dit qu'il va dépenser 15 milliards d'euros pour aider les personnes qui ne sont pas qualifiées à avoir une formation professionnelle, je l'aiderai. Parce que je trouve que c'est extrêmement positif. Je l'avais proposé en son temps. Et donc, c'est ça être constructif, c'est ça faire réussir le pays, tout en restant sur ses valeurs de gauche, fraternité, lutte contre les inégalités, investissement massif dans la petite enfance, ça fait partie aussi de mes sujets, et régulation nécessaire de l'économie par la puissance publique. Justement, puisqu'on parle d'économie, c'est intéressant. Alors, le candidat du PS pour lequel vous n'êtes pas appelé à voter, c'est Benoît Hamon. Il accuse le gouvernement d'appliquer le programme du MEDEF. Oh, l'odieux MEDEF libéral. Vous en pensez quoi? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est fini tous ces trucs, franchement. Vous croyez pas? Enfin, les anathèmes, moi je suis pas là-dedans. C'est votre candidat? Il ne vous a pas échappé que j'avais soutenu Manuel Valls. Je ne suis pas là-dedans. Vous étiez transgressive à l'élection présidentielle et en même temps, vous n'avez pas choisi de prendre l'étiquette République En Marche dans votre circonscription. Vous n'avez pas une incohérence? Pardon, pas de côté, mais... Je comprends votre question, parce que la situation est complexe. Je suis de gauche, je reste de gauche, je l'ai toujours été. Quand je prends parti pour Emmanuel Macron 3 jours avant le premier tour, je dis dans la même interview, je suis socialiste. Et en même temps? Je suis socialiste. Comme dit Danny Cohn-Bendit, qui m'a apporté son soutien. Je suis socialiste et en même temps, j'ai appelé à voter. À intercéder en votre faveur, justement. Écoutez, franchement, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, mais là, ce qui compte, c'est aussi de gagner cette élection législative. Vous la sentez bien, d'ailleurs, cette élection? Mais oui, parce que mon électorat est exactement sur ma ligne. Qu'est-ce que c'est mon électorat en Seine-et-Marne? Eh bien, c'est une circonscription de gauche qui a voté François Hollande et Aymeric Breillet, qui était le député socialiste de l'époque, à 60% au second tour, et qui, sur cet électorat-là, une partie a voté Emmanuel Macron. Pour les mêmes raisons que moi. Exactement pour les mêmes raisons que moi. Mais qui maintenant dit, nous sommes de gauche. Et nous voulons que le service public soit défendu. Et moi qui ai créé le service public de l'aide aux victimes, quand j'étais secrétaire d'État à l'aide aux victimes, ça suppose que j'ai déployé sur tout le territoire des fonctionnaires. J'ai mobilisé de la puissance publique pour aider ceux qui ont été fragilisés. C'est ça, une valeur de gauche. Juste, on revient à la question sur le programme économique, justement. Benoît Hamon qui parle, vous n'aimez pas la formule, mais c'est quand même Benoît Hamon qui la sort, c'est pas moi, que c'est le programme du MEDEF, le programme aujourd'hui du gouvernement. C'est précisément ce que je lui répondrai à Benoît. C'est que précisément, il faut qu'à l'Assemblée nationale, il y ait un maximum de députés de gauche pour discuter, pour construire. Ça ne sert à rien
de commencer maintenant non, mais les indemnités au à prud'homme, préparer... plafonnées, on est pour, on est contre, on peut discuter, mais après il faut trancher. Hein. Mais vous voyez, sur les indemnités au prud'homme, moi je trouve que ça n'est pas à rejeter dans tous les cas. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas où pour les salariés, ça peut être intéressant de savoir exactement comment les choses vont se passer. Vous ne croyez pas que c'est mieux pour un salarié qui entre dans une procédure judiciaire ou dans une procédure devant les prud'hommes de se dire, eh bien voilà, dans à peu près tel délai, les choses vont se régler et de telle façon, de sorte qu'il puisse se reconstruire, être indemnisé à la hauteur de son préjudice et se tourner vers l'avenir. Bon, voilà. Non, dernière question juste sur le moratoire, parce que c'est intéressant le moratoire sur le compte pénibilité décidé par le gouvernement, et on finit là-dessus. Encore une fois, ça a fait dire à Benoît Hamon, qui était hier interviewé, je crois que c'était sur France Inter, qu'Emmanuel Macron ignore la réalité du travail difficile. Je crois qu'il faut garder ce qu'il y a de bien dans ce compte pénibilité, c'est de dire on prend en compte les conditions terribles de travail. Le principe est excellent. Il faut simplement qu'on arrive à avoir un système plus facile à appliquer. Il ne faut pas que les chefs d'entreprise se disent « Oh là là, c'est terrible, ça va être des heures, il faut qu'on embauche quelqu'un pour le régler ». Il faut que ça soit simple et lisible. C'est un problème de réforme de l'État. J'ai fait ça à une autre échelle pour les victimes, où c'était un truc extrêmement compliqué. Il faut faire un petit travail de coordination, utiliser probablement la simplification, tous les outils numériques, pour que ça soit facile. Mais il faut que le principe et que la pénibilité soient pris en compte pour les droits à retraite. Bon, dernier point juste, parce que ce sondage vient de sortir, qui donne 300 sondages Kantar pour RTL Le Figaro, qui sont très flatteurs pour la République En Marche. 320, 350 députés République En Marche, 140, 150 pour les Républicains, 40, 50 pour les députés PS. Deux questions. On entend souvent dire qu'il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs, mais en même temps, à chaque fois, dans la foulée de l'élection présidentielle, il y a toujours une majorité. Il y avait 300 députés PS. Donc rien d'illogique là. On est dans un moment complètement atypique. On n'est plus dans le système ancien. Et puis le mouvement d'Emmanuel Macron a justement vocation à rassembler des personnes très différentes. Donc ça veut dire qu'à l'Assemblée, il faut qu'il y ait des différences. Si on veut rassembler les contraires, il faut qu'il y ait des différences. Sinon c'est l'uniformisation. Donc je dis notamment à nos électeurs qu'il faut faire entendre la voix de la gauche à l'Assemblée nationale. C'est ce que dit Jean-Pierre Raffarin. À droite, on sera les constructeurs avec une voix de droite. Eh ben nous serons constructeurs à gauche. Vous pourrez trouver des points d'arrangement avec Jean-Pierre Raffarin. Je pense que c'est nécessaire qu'il y ait du débat. Il faut qu'il y ait des points de vue différents. Comment vous voulez répondre aux attentes des Français si vous n'entendez pas des voix différentes? C'est pour ça que mon slogan de campagne, c'est « Votre voix de gauche à l'Assemblée nationale ». Je suis sur une circonscription de gauche. Votre voix de gauche à l'Assemblée nationale. Faites entendre votre différence. Bon, elle vous effraie cette Bérésina dont on parle. Rien n'est écrit, on laisse les électeurs voter tranquillement le 11 juin, mais 40 à 50 députés quand on vient de 300. Écoutez, je ne suis jamais effrayée par la démocratie. Nous verrons bien. Bon, ce sera l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Le moment venu. Merci à vous. Merci d'avoir été notre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama. Juliette Méadel, ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, candidate PS, on le dit bien, de gauche, aux législatives dans la 10e circonscription de Seine-et-Marne. Merci à vous. Merci. Au revoir.